Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de tutoriel de Total War Warhammer 2. Enfin, enfin on y est sur le gameplay, sur le visuel de la carte de campagne. Après avoir passé les différents tutoriels précédents à présenter le jeu en lui-même, les différentes factions jouables, là on arrive dans l'interface du jeu carrément, et sur la carte de campagne de Mortal Empire. Donc voici la page principale que vous avez lorsque vous rentrez dans le jeu. Donc là on va détailler dans ce tutoriel là du coup l'interface du jeu, où trouver les bonnes informations à quel moment, et puis on verra dans une vidéo suivante comment bien commencer. Donc on fera 3-4 tours avec les hauts elfes pour bien savoir comment commencer une carte de campagne. Bien conseiller une campagne plutôt, avec une faction en particulier. Alors j'ai pris les deux elfes parce que c'était le premier héros qui se présentait à moi, et puis on fera également dans un tutoriel encore suivant une vidéo sur la première bataille que l'on mènera contre des elfes noirs qui sont à proximité de nos terres. Voilà, donc quand vous arrivez sur l'écran principal, vous avez donc sur la gauche votre conseiller, donc le conseiller qui va vous parler tout au long de la campagne selon les paramètres que vous avez définis. Donc là par exemple vous pouvez, alors pas pour l'instant parce qu'il faut que je valide ici, mais vous allez pouvoir paramétrer si vous voulez un niveau de conseil haut, un niveau de conseil bas ou minimal avec le conseiller. Donc de base je crois qu'il est sur haut au début de la partie, donc après vous pouvez le régler. Je vous conseille de laisser votre première partie avec le conseiller au niveau maximum, et puis après plus vous allez faire des parties, plus vous allez diminuer ce niveau de conseil. Vous avez également donc l'effet en jeu de la faction que vous avez choisi qui va apparaître ici, donc qui va être différente pour chaque faction comme je l'avais dit précédemment. Donc là pour les hauts elfes on en avait parlé, c'était l'influence qui va vous permettre du coup de gérer l'opinion d'une race par rapport à vous, d'une faction par rapport à la vôtre, ou alors de gérer même les opinions des factions entre elles. Donc assez intéressant, donc qui est détaillé ici. Donc là on va valider afin de d'épurer un petit peu la carte, l'écran plutôt. Donc là, dès qu'on valide, on a des quêtes qui vont s'apparaître. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Hop, elle a disparu. Elle est ici. Donc l'objectif du chapitre, on va regarder après à quoi ça correspond. On nous demande en fait de commencer par occuper, piller ou raser 4 colonies. Donc on va voir après ce que c'est des colonies sur la carte, et ça nous donnera une récompense de 2000 de trésorerie si on arrive à faire directement, si on arrive à accomplir la mission. Vous avez la petite description de la mission pour ceux qui veulent rentrer un petit peu dans le roleplay. Voilà. Et puis donc du coup on va commencer par détailler l'interface. Donc l'interface, déjà on va commencer ici par la carte de campagne. Qu'est-ce que c'est que tout ce fouillis que vous voyez? Donc tout simplement on a choisi Tyrion, donc le premier héros qu'on avait présenté dans la vidéo précédente, donc un seigneur légendaire haut elfe qui est ici, qui est représenté directement visuellement sur la carte de campagne. Et quand je clique sur Tyrion, je vais voir donc du coup son petit portrait ici avec son niveau. Donc là on voit qu'il est rang 1, c'est normal, c'est le début de la partie. On va voir ici une jauge qui va, on va dire, diminuer en fonction de l'ordre que je vais lui donner pendant le premier tour, parce que je rappelle que Total War Warhammer 2 c'est un jeu qui se joue en tour par tour. Donc là j'ai toute cette portée de déplacement, donc c'est la barre jaune pour ce tour, donc je peux aller en fait dire à mon petit Tyrion d'aller se déplacer dans la province à côté, chose qu'on ne fera pas pour le moment, et ça va, comme vous voyez sur la petite jauge tout en bas à gauche, diminuer la jauge de déplacement du héros. Voilà, vous avez ici le mode de votre héros, donc vos héros ils ont des modes différents, donc chaque race a des modes différents. Vous avez à peu près toujours les mêmes au niveau du mode marche, donc le mode marche ça va vous permettre en fait de pouvoir augmenter votre capacité de déplacement, mais en revanche vous ne pourrez pas vous combattre, vous allez être fatigué si jamais vous rentrez en combat dans ce mode là, donc si vous faites attaquer. Vous ne pouvez pas vous retirer, donc il y a des petits malus, mais ça vous permet de vous déplacer plus vite sur la carte de campagne. En mode embuscade, donc le mode embuscade qui va nous permettre en fait de se cacher auprès des factions ennemies à proximité, et du coup elles ne nous verront pas sur la carte de campagne. Ça veut dire que si par exemple cette faction décide d'aller attaquer ma ville qui est ici, et que moi je cache mon petit Tyrion en mode embuscade par exemple ici,
Donc cette faction va avancer, dès qu'elle va arriver ici, une bataille va s'enclencher, et j'aurai une probabilité pour que cette bataille se déroule en mode embuscade. Donc en mode embuscade, ça veut dire que je vais pouvoir du coup prendre l'ennemi par surprise et avoir un avantage sur le placement de mes unités sur le terrain qui est non négligeable entre nous. Voilà donc pour le deuxième mode, le mode campement qui permet en fait, quand vous êtes en dehors de votre territoire, de pouvoir régénérer vos troupes après une bataille. Vous êtes immunisé également à l'usure, parce que je vous avais précisé que selon le territoire où vous vous situez, donc si par exemple je vais en territoire désertique, automatiquement je vais avoir de l'usure, parce que c'est pas un climat qui m'est favorable en tant que co-elfe. Vous avez un bonus de commandement si vous faites une bataille, vous faites attaquer dans ce mode campement, et un bonus de défense en mêlée, mais vous pouvez pas vous déplacer. Et puis un mode qui est exclusif aux elfes, c'est le mode bienfait de Lilith, qui va nous permettre en fait d'augmenter l'expérience de nos lanceurs de sorts. Donc on a des mages qu'on n'a pas encore dans cette armée, et quand on en aura, en fait ça augmentera leur expérience de 20%, et ça donnera un bonus de vent de magie. Donc le vent de magie, c'est une ressource qui est utilisée en fait, plus vous avez de vent de magie lors d'une bataille, plus vous pouvez lancer de sorts. Chaque sort que vous lancez va consommer des vents de magie. Et en plus, si vous lancez les sorts 10% plus vite. Voilà, donc c'est un mode aussi différent. Voilà donc pour l'armée. Donc l'armée ici, on voit que notre Tyrion est ici. Notre Tyrion a des statistiques que l'on détaillera lors d'une prochaine vidéo, qui sont à peu près tous les mêmes. Bon là, il les a pas toutes, mais on détaillera vraiment dans le bonus toutes les statistiques, dans le détail toutes les statistiques. On a le coût d'entretien que Tyrion nous coûte par tour, donc il nous coûte 363 or par tour. On voit le nombre sur la carte de bataille, combien d'unités il représente, donc une seule, puisqu'il le représente tout seul. Donc il a des stats de base, et il a aussi des stats particulières. Donc par exemple la première en armure, donc on les détaillera pas non plus toutes ici, mais voilà, par exemple si on laisse le curseur dessus, ça met que les unités en armure peuvent bloquer les dégâts de toutes sortes, sauf ceux de perforation d'armure. Donc si vous avez une autre unité en face qui a, à la place de en armure, perforation d'armure, il aura un avantage de dégâts sur Tyrion, sur la carte, en mode bataille. Donc il fera plus de dégâts à Tyrion que le ferait quelqu'un qui n'a pas le mode perforation d'armure. Voilà, et il a aussi une troisième... des troisièmes bonus, mon Tyrion, c'est que du coup il a des petites icônes là, que si vous laissez le curseur dessus, vous allez pouvoir voir qu'il peut se cacher en forêt, qu'il peut encourager les troupes, qu'il a une résistance au feu de base de 45%, donc je vous conseille aussi à chaque fois que vous avez un héros ou que vous avez une arme, de laisser votre curseur ici pour voir à peu près les bonus que possède votre héros ou vos unités, parce que chaque unité aussi a des bonus, comme on peut le voir. Voilà, donc on est du coup sur le détail de notre armée. Donc à la base, on va commencer sur notre armée qui est ici, toujours en cliquant sur Tyrion. Donc on voit que Tyrion c'est le seigneur de notre armée, et que nous avons du coup des petites cases d'unités. Donc on a des unités différentes. On a deux unités d'archers qu'on voit là, avec un petit chiffre au-dessus qui représente le nombre d'unités sur la carte de bataille. Donc si je fais une bataille avec cette armée là, j'aurai 180 archers. 4 chars, 60 cavaliers, 120 lanciers et 100 lions blancs de crasse. Donc les lions blancs de crasse qui sont généralement une unité plutôt tiers 2, donc assez sympa à voir en début de partie, puisque en fait elle est bien plus efficace que les unités de base qu'on vous donne, donc qui sont les lanciers et les archers de base. Donc voilà, vous pouvez donc du coup voir le coût de le coût d'entretien autour qu'aura cette armée. Donc 1230, elle nous coûte 1236 à entretenir par tour. Donc c'est pas en plus des 363 de Tyrion, c'est compris dans les 1236. Et si on fait le détail, on voit là effectivement que les valeurs changent, et que l'addition de toutes ces valeurs fait 1236 d'or qui vont être déduits de notre trésorerie. Avec Tyrion, donc on peut recruter des unités, d'accord. Donc là on a le coût de recrutement en termes de temps. Donc ça nous mettra un tour à recruter par exemple ces unités de lanciers, un tour ces unités d'archers. On voit le coût que ça va nous coûter en cash, sachant que notre trésorerie cash elle est là. Vous avez le petit icône qui est ici, donc ça nous coûtera 500 pièces d'or plutôt sur notre trésorerie. 500 euros ça ferait cher. Et puis pour les archers, 475 or sur notre trésorerie ici. Donc par exemple, si je veux construire, et là aussi vous avez le nombre d'unités que vous pourrez recruter par tour.
Donc là par exemple je peux recruter 3 unités par tour, donc par exemple si je décide, là je vois par exemple qu'il me manque des unités de lancier, je peux décider de construire 2 unités de lancier, automatiquement ça va me remplir ces cases là, et une unité d'archer, donc ça va me remplir mes 3 cases, et là ça va mettre un tour à recruter. Si je veux recruter d'autres unités, vous allez voir, ça me met par exemple 2 tours, puisqu'en fait je vais dépasser cette capacité de recrutement par tour, donc obligatoirement je vais être obligé de prendre sur le tour suivant pour pouvoir recruter ces unités là. Voilà, donc ces unités elles vont me coûter aussi, elles vont m'augmenter mon entretien de mon armée, donc je vais devoir rajouter 2 fois 80 euros, enfin 2 fois 80 pièces d'or, je vais y arriver, plus une fois 77 pièces d'or dans l'entretien. Donc l'entretien va augmenter du coup, enfin mes revenus vont diminuer après. Les revenus on les voit où? On les voit juste à côté, on les voit là, donc mes revenus ils vont diminuer théoriquement de 2 fois 80 euros et une fois 77. Je vais y arriver hein, avec les pièces d'or et les euros. Dis donc, décidément. Du coup, voilà. Pour le recrutement, et la deuxième possibilité de l'armée, c'est de recruter des régiments de renom. Donc les régiments de renom, ils sont tous bloqués d'entrée. On voit qu'il y a un petit chiffre rouge ici. Ça veut dire que Tyrion pourra recruter ses régiments de renom, enfin je pourrai recruter ses régiments de renom dès que j'aurai un héros qui sera au niveau 10. Au niveau 13, 16, 20, etc. Donc sachant que mon Tyrion est au niveau 1, donc je suis encore loin de pouvoir recruter le premier régiment de renom. Les régiments de renom, c'est quoi? C'est des unités, donc là par exemple le premier, c'est les rejetons de Matlan, c'est une unité unique que vous pouvez avoir une seule fois dans une seule armée, qui est une unité que vous avez à la base, mais améliorée. Donc là par exemple, c'est des lanciers de base, mais complètement améliorés, puisque là on voit par exemple en termes de statistiques que mes lanciers de base, ils ont 25 de puissance des armes, 51 de défense en mêlée, et là si je laisse mon petit curseur sur les rejetons de Matlan, et je vais voir que les rejetons de Matlan, par rapport aux lanciers de base, ils ont plus 13 de défense en mêlée, plus 5 de temps en mêlée, plus 10 de commandement, donc ils sont plus résistants, et ils font plus mal, et en plus ils ont des statistiques différentes, puisque si on voit, ils ne sont que bouclier anti-large et défense contre les unités larges, alors que celle-là, vous avez également aura de magie et défense contre toutes les charges, donc tout amélioré. Voilà pour le recrutement. Ici vous avez un deuxième personnage qui est un héros. Donc les héros, vous pouvez les déplacer sur la carte de campagne, librement, comme des seigneurs ou seigneurs légendaires. Eux, ils vont avoir des actions différentes. Donc soit vous pouvez les intégrer à une armée, donc si je clique sur mon Tyrion, clic droit, je peux l'intégrer à mon armée, et il va avoir pour but de reconstituer les troupes de mon armée. Donc je valide, automatiquement il vient se greffer juste ici dans mon armée, donc présent sur la carte de bataille aussi, si je simule si je réalise une bataille avec les hauts elfes. Je peux l'envoyer également sur des ennemis, mon héros en seul. Donc là par exemple, on a des ennemis qui sont ici, hein, juste à côté, je vous détaillerai tout à l'heure, donc on aura différentes actions. Donc par exemple, si je décide de l'envoyer, je peux aller gagner de l'influence. L'influence, je vous rappelle que c'est ce qui nous permet de... c'est la ressource qui est ici, qui nous permettra d'influencer les factions entre elles ou envers nous. Donc là, si je clique dessus, il y a un coup d'or. Alors hop, je reclique dessus, vous avez un coup d'or de 405 pour cette action, et si je clique, mon héros, le prochain tour, ira donc du coup gagner de l'influence. Donc voilà pour les deux unités, mon armée et mon héros. Ensuite pour la ville. Donc pour la ville, vous avez donc notre capitale, qui est ici la ville de Lauterne. Donc la ville de Lauterne, quand on clique dessus, on va avoir un petit panel qui va se présenter à nous, où nous allons retrouver notre ville de Lauterne ici, ainsi que 3 autres villes ici, mais qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc on va avoir la ville d'Angerial, qui est ici, si on clique dessus il nous met directement dessus, l'hôtel d'Azurian, qui est ici, et la tour de Lysian, qui est juste ici. Donc, si jamais je fais la conquête de ces 3 villes, je vais posséder la province. Donc la province, c'est l'ensemble des 4 villes, elle se présente sous le nom de Eaten. Et si je possède la province, je vais pouvoir publier un ordre dans la province qui se situera ici. Donc là on ne peut pas les détailler parce que je ne contrôle pas l'ordre. Les ordres vont vous donner des bonus, des bonus dans cette province, tout simplement. Donc voilà pour la ville. Donc nous on contrôle uniquement que Lauterne, qui est notre capitale. Donc on voit ici que vous avez des petites cases qui sont vides, c'est le nombre d'emplacements disponibles dans la capitale. Donc dans cette capitale, j'ai 10 emplacements disponibles, c'est-à-dire que je vais pouvoir construire 10 bâtiments différents. Il y a un petit marteau ici, quand le petit marteau est présent, ça veut dire que vous pouvez construire un bâtiment dans la ville. Donc on retrouve le petit marteau quand je clique sur la ville, on le retrouve ici.
Donc là aujourd'hui on voit que je peux construire à ce tour-ci uniquement ce bâtiment-là qui est un petit marteau, donc l'améliorer en niveau 2. Donc si je veux l'améliorer en niveau 2, on me dit qu'il me coûtera 2000 pièces d'or, et qu'il mettra 3 tours afin d'évoluer. Une fois que j'aurai construit ce bâtiment, on me dit quoi? On me dit que si vous regardez sur la gauche, alors je peux mettre mon curseur dessus, mais si vous regardez sur la gauche, les revenus générés vont passer à 150 alors qu'actuellement ils sont à 100, donc ça me fait 50 de revenus supplémentaires par tour. Ça va m'augmenter mon ordre public de 4 alors que ça me l'augmentait de 3 auparavant. Ma croissance va augmenter de 20 au lieu d'être augmentée de 10, etc. Donc vous avez des bonus au fur et à mesure. Ça va également augmenter votre garnison. Chaque ville possède une garnison en cas d'attaque qui vous permettra de vous défendre, tout simplement. Le but d'une garnison. Une fois que vous allez avoir construit ce bâtiment de niveau 2, vous allez pouvoir en fait avoir 2 emplacements, puisque vous voyez que sur le 6ème excusez-moi, sur le 6ème texte, au 6ème petite icône sur la gauche, vous voyez que ça nous accorde 4 emplacements de construction dans la colonie. Donc on en a déjà 2 qui sont juste en dessous, ça va nous débloquer les 2 qui sont verrouillés ici, on va pouvoir construire 2 bâtiments supplémentaires. Donc ça nous ouvre quoi d'autre quand on ouvre cette province? Ça nous ouvre aussi une petite page qui se situe ici. Donc la petite page qui se situe ici nous montre dans un premier temps notre croissance. La croissance qui est un des éléments les plus primordiaux du jeu. Basez-vous énormément en début de partie sur votre croissance. Votre croissance, ça va être ce qui va permettre à votre bâtiment principal, donc celui-ci, de pouvoir évoluer. Donc là par exemple, on voit qu'en plus des 2000 ors, il nous demande au moins 1 en surplus de population pour pouvoir construire ce bâtiment-là. Sachez que ce bâtiment-là, c'est celui qui va faire évoluer votre ville, et c'est celui qui va permettre à vos autres bâtiments de pouvoir être construits. Par exemple, si jamais je me mets sur ma caserne qui me permet de recruter mes lanciers et mes archers, je veux augmenter ma caserne au niveau 2 pour pouvoir recruter des archers plus performants et des lanciers plus performants, je dois absolument avoir ma ville ici au niveau 2. Donc je dois avoir ce bâtiment là. Donc le bâtiment principal, c'est celui qui va déterminer votre capacité d'expansion et d'amélioration de vos bâtiments militaires et autres, afin de pouvoir du coup vous développer plus rapidement. Donc la croissance, c'est ce qui va permettre d'acquérir le petit surplus de population nécessaire à l'augmentation du coup du bâtiment principal. Et comment arriver à améliorer ou accélérer le surplus de population, puisque là on voit que par exemple pour avoir un deuxième surplus de population il me faut 19 tours. Et bien tout simplement en augmentant la croissance. Donc la croissance, c'est une ressource sous-estimée par beaucoup et très utile en début de partie. On voit que je peux choisir d'imposer ou non ma province. Donc ça va servir à quoi? Imposer ma province, ça va me permettre de me générer des revenus supplémentaires. On voit que là, si je décoche la case, mes revenus vont passer à 1077 au lieu de 1577 quand je décoche la case. 1597 quand je décoche la case. Par contre, en contrepartie, je vais avoir un malus d'ordre public. L'ordre public, c'est ce qui va me permettre en fait de... il faut toujours le maintenir en dessous de moins 100, puisque en fait dès que vous arrivez à moins 100 d'ordre public dans une ville, vous avez une rébellion qui va apparaître sous la forme d'une armée. L'armée qui va grossir de tour en tour jusqu'à atteindre les 20 unités maximum, parce que là vous voyez qu'en fait sur la taille d'une armée, vous pouvez avoir 20 troupes. Donc il faut la prendre, la rébellion, en charge le plus rapidement possible, et pour éviter d'en avoir, il faut tout simplement gérer cet ordre public. Donc quand vous faites la conquête d'une ville, je vous conseille, si vous n'êtes pas en pénurie de revenus et que vous jouez dans une grosse difficulté, donc vous avez des gros malus d'ordre public, et que vous n'avez pas envie de laisser une armée à proximité de la ville afin de éventuellement gérer une rébellion qui apparaîtrait à cause de votre malus d'ordre public, je vous conseille de désimposer la province, d'enlever l'imposition de la province. Donc là, il faut surtout pas le faire. Là, pour l'instant, comme je vous dis, on est largement en avance sur les moins 100 qui généreraient une rébellion.
La corruption, donc la corruption, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est ce qui va nous permettre en fait, qui va permettre à certaines races de pouvoir s'étendre et de créer en fait des malus ou alors même des pertes chez des factions ne présentant pas cette corruption, ne présentent pas cette corruption. Donc par exemple, si je vous prends l'exemple des contes vampires, les contes vampires qui répandent une corruption vampirique, si moi je vais dans un territoire qui est corrompu au niveau vampirique, mes unités vont subir des pertes. Et comment je peux faire, par exemple, si la corruption vampirique se situe ici? La corruption vampirique est aux portes de ma province, donc elle va commencer à intégrer petit à petit ma province. Comment je vais pouvoir empêcher à ce qu'elle, on va dire, contamine intégralement ma province? Et bien tout simplement avec cette intégrité, donc en augmentant l'intégrité de ma ville principale ou de ma province, je vais pouvoir du coup empêcher la corruption de se répandre. Voilà, on a deux effets dans la province, donc l'intégrité et la population différentes. Donc là, on voit par exemple que l'ordre public, en fait, tant que je le maintiens entre moins 25 et 25, j'ai ni bonus ni malus. Par contre, si je le maintiens à plus de 25, je vais avoir du bonus, et à moins de 25, du malus. Voilà. Donc voilà pour la présentation de la ville, des bâtiments. Vous avez ici la détail de votre garnison. Donc dans chaque ville, je vous ai dit, il y a une garnison en cas d'attaque de troupes ennemies. Donc c'est des garnisons que vous ne pouvez pas contrôler. Enfin, que vous pouvez contrôler uniquement en carte de bataille quand vous vous faites attaquer. Mais vous ne pouvez pas les déplacer sur la carte. Vous ne pouvez pas décider, bah tiens, à l'automne, je veux plus qu'il y ait de garnison dans la ville, donc je vais décider de prendre toute cette armée et de la foutre ailleurs pour aller conquérir une autre cité. Non, vous ne pouvez pas. Elle est obligatoirement statique, elle restera là pour défendre votre ville. Elle va augmenter, cette garnison, au fur et à mesure que vous recrutez des bâtiments qui vont l'augmenter. Donc là, le bâtiment principal l'augmente, il y en a d'autres aussi qui vont augmenter votre garnison. Les villes ont des murs, donc la capitale de province de base elle a des fortifications, c'est-à-dire que quand vous faites une simulation, enfin quand vous faites une bataille en mode réel si vous voulez, vous allez pouvoir en fait placer vos troupes sur des remparts et du coup l'ennemi va devoir franchir ces remparts pour pouvoir rentrer dans la ville et attaquer vos troupes d'infanterie. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la garnison. Vous avez le menu des bâtiments, donc très utile en début de partie. Je vous conseille d'ouvrir cette petite page qui vous présente tous les bâtiments que vous pouvez construire avec une faction. Et ce qui est bien fait dans Total War, c'est qu'on vous indique exactement, quand vous laissez le curseur, ce que va vous permettre le bâtiment, et à côté ils ont mis des petites cartes d'unités qui vous montrent que si vous construisez ce bâtiment par exemple, là vous pouvez recruter des guerriers des ombres et des gardes maritimes de l'Auterne avec des boucliers. Et vous avez donc sur chaque bâtiment des petits icônes pour ceux qui vous permettent de recruter des unités. Et pour ceux qui ne permettent pas, quand vous laissez votre petit curseur dessus, on vous met directement le coût, ici, du bâtiment à construire, et les effets, qui sont, je vais laisser la souris dessus, qui sont ici, en plein milieu de votre écran, donc ce à quoi le bâtiment va vous permettre. Du coup, on voit que les grosses unités sont recrutables uniquement quand vous aurez la ville niveau 5 et que vous pourrez accéder à ces recrutements là, donc les meilleures unités aux elfes, ce sera les gardes phénix pour tout ce qui est anti-large, donc on définira ce qui est anti-large dans une prochaine vidéo. Les dragons les plus ultimes des hauts elfes sont disponibles au niveau 5, mais vous en avez qui sont disponibles également au niveau 4. Donc dès que vous aurez votre ville niveau 4, il faudra construire également ce bâtiment là, qui coûte 8000 pièces d'or, qui vous permettra de pouvoir recruter des dragons dans vos armées. Attention, les dragons sont très forts, mais ils coûtent très cher à entretenir. Donc il faudra bien que vous fassiez attention à votre économie. Vous avez également la possibilité de recruter des héros, des mages, par exemple, pour booster aussi votre armée, avec différentes magies. Par exemple, là vous avez un mage de vie, vous avez un mage d'ombre, vous avez un mage de magie haute, etc. Et donc du coup vous avez la possibilité de définir votre stratégie et me dire par exemple je vais me concentrer avec les ennemis que je vais avoir aux alentours à avoir des unités d'infanterie les mieux, je vais mettre l'impasse sur les dragons pour l'instant et sur les archers, j'ai envie d'avoir une énorme infanterie, et je vais me concentrer par exemple pour aller chercher, alors j'arrive pas à cliquer dessus, ils sont là, donc le grand répertoire pour pouvoir avoir les maîtres épéistes de l'Auterne, qui sont de Hoët, qui sont du coup une des meilleures infanteries du jeu en 1 contre 1. Donc en plus ils sont anti-infanterie quand on regarde, donc anti-infanterie c'est-à-dire qu'ils ont un bonus quand ils se battent contre de l'infanterie. Après vous pouvez vous dire je vais jouer contre une faction qui a énormément de monstres, donc mon but ça va être d'aller vite rusher les gardes phénix qui sont anti-monstres, puisqu'ils sont anti-large. Donc toute votre stratégie va s'établir au départ, donc c'est pour ça que je vous invite
en connaissance des factions que vous avez autour de vous, à définir votre plan de jeu et à définir les priorités en termes de recrutement de vos unités par rapport aux factions que vous avez à côté. Voilà pour du coup le menu des bâtiments. Vous avez la possibilité de recruter un seigneur ici. Donc un seigneur, c'est un autre chef d'armée comme Tyrion, qui ne sera pas légendaire, qui a des malus ou des bonus, qui a un coût de recrutement et un entretien également, et qui va permettre de recruter une armée. Uniquement les seigneurs permettent de recruter des armées. Vous ne pouvez pas recruter d'armée avec un héros. Le héros, c'est la case juste à côté. Ici, donc là actuellement je ne peux recruter aucun héros parce qu'il me manque les bâtiments pour recruter qu'on a vu précédemment. Donc dès que j'aurai construit les bâtiments nécessaires, je pourrai recruter des héros que je pourrai donc à ma guise implanter dans mon armée, parce que vous avez des mages qui sont bien plus utiles en carte de combat, ou alors on va dire les déplacer, les déployer sur la carte de campagne afin d'avoir des effets différents. Voilà donc pour la partie du coup de la ville. On va passer sur l'interface maintenant, rapidement ici, sur la trésorerie. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, votre trésorerie elle est ici, vos revenus par tour ils sont ici, votre influence est ici. Si vous cliquez ici, vous avez le détail. Les revenus secondaires c'est 2500, donc les revenus de mes villes, et les revenus que vont générer les bâtiments dans mes villes, et les taxes c'est les impôts. Et donc du coup les entretiens de mon armée, et on fait une somme toute bête, hein, revenus moins dépenses, ça fera cette petite somme ici. Et dans le détail, on a le détail de notre économie que vous pourrez du coup détailler. Enfin, regardez. Ensuite, ici, nous avons les événements. Donc les événements, c'est chaque tour, vous allez avoir des événements qui vont se produire et vous pouvez les regarder ici. Donc là, le premier tour, on détaille les effets en jeu de Lothern et puis le premier objectif de la campagne qui est d'occuper, piller, raser ou de mettre à sac 4 colonies différentes. En échange d'un bonus. Ensuite, nous avons des seigneurs héros. Donc là, on a, on va dire, en un clic, accès à tous nos seigneurs et héros. Sachez que plus l'avancement de la partie va... Enfin, plus vous allez avancer dans la partie, plus vos héros ou vos seigneurs vont être dispatchés sur la carte de campagne. Donc là, en un clic, ça me permet de revenir sur Tyrion ou d'aller sur le seigneur Tara. Et de pouvoir les déplacer comme ça. Ensuite les provinces, donc là on va voir toutes les provinces qui sont à proximité de nous et combien elles rapportent. Ça nous permet par exemple de me dire, voilà, Kotik ça rapporte énormément, je vais peut-être aller, quand je clique dessus, je sais que cette province rapporte beaucoup, je vais peut-être me dire, bon, allez, je vais aller voir ce qui se passe dans cette province, soit pour essayer de confédérer cette faction, soit pour essayer de la conquérir afin d'augmenter mes revenus. Donc Tiranoc est encore un peu plus rentable et bien plus proche de chez nous. Donc il va falloir soit qu'on développe une alliance avec eux afin de les confédérer, soit pareil, aller leur poutrer la gueule. Voilà, et enfin les factions connues, donc là on a les factions qui sont proches de nous, que nous connaissons, avec ici les relations que nous avons avec, et ce qu'il est possible de faire. Donc dès que vous voyez un petit parchemin ici, ça veut dire que vous pouvez faire du commerce avec. Ne cherchez pas trop à faire du commerce avec des personnes qui ont une tête orange ou rouge, c'est-à-dire qu'elles ne vous aiment pas. Donc là, ici, on voit pourquoi elles ne nous aiment pas, par exemple. Tiranoc, que nous avons défini tout à l'heure, on voit qu'ils sont une aversion envers nous, qui nous met moins 30 qui condamne ça, qui nous met moins 30 de malus diplomatique. Et puis que nous, on a un traité, du coup, avec Tiranoc, qui nous permet, en fait, de réduire ce malus, mais bon, quoi qu'il arrive, malgré le traité qu'on a avec eux, ils nous aiment pas, ils sont inamicales. Par contre, du coup, Calédor nous aime bien, en plus notre relation s'améliore parce qu'on leur a offert des cadeaux apparemment, et puis on est en guerre contre le culte de l'excès et eux aussi. Donc on voit qu'ils nous aiment bien et que les relations s'améliorent, donc on pourrait, pourquoi pas, demander à ce qu'on fasse un accord commercial afin d'augmenter nos revenus. On le fera tout à l'heure. Et ici, donc du coup, vous avez le bonus de votre faction, donc on l'a vu au départ, lorsque vous choisissez votre faction, vous avez un bonus. Donc le bonus de faction, c'est que les durées de recrutement, c'est de moins un tour pour toute l'infanterie et la cavalerie. Et si je clique dessus, je vais me retrouver mon héros, ici Tyrion, avec un résumé de la faction, contre qui je suis en guerre, les effets de la faction, donc c'est celui qu'on vient de définir maintenant, nos revenus, vous avez tout, et les climats qui sont appropriés, les climats inhospitaliers, donc on voit que dans les terres désolées, les déserts, etc., on n'est pas dans nos climats, donc on subira des malus si on va dans ces territoires-là. Des climats désagréables, des climats agréables, donc il va falloir essayer d'aller conquérir ces climats qui nous sont appropriés. Voilà, et enfin on va finir cette vidéo
avec toute la partie en bas à droite, donc la partie en bas à droite qui commencera donc du coup directement ici, avec les objectifs de campagne. Donc les objectifs de campagne, comme je vous l'avais précisé dans la vidéo précédente, vous avez des victoires de campagne courtes et des victoires de campagne longues. Donc c'est ce qui va définir un peu votre plan de jeu également. Donc on voit qu'en victoire de campagne courte, on vous demande de contrôler toutes les provinces d'Ultuan. Donc on vous les liste, et il faut détruire la faction de Nagaland, donc celle de Malekith qu'on a vu tout à l'heure, et celle du culte du plaisir, donc Morathi, la maman de Malekith, qui est sur la gauche. Et il faut également contrôler toutes 8 colonies parmi toutes celles qui sont présentes ici. Donc ça vous obligera à aller, quoi qu'il arrive, faire de la conquête sur une autre carte, enfin en descendant ou en bougeant sur la carte de campagne. Et ensuite, il faudra que vous ayez combattu le chaos. Voilà pour les objectifs de campagne courtes. Les objectifs de campagne longues, là on va vous demander toujours de contrôler la même chose, sauf qu'au lieu de contrôler 8 colonies parmi les colonies suivantes, on vous demandera de contrôler 17, donc l'intégralité, et toujours de détruire Archaon, sachant qu'il y a des colonies qui sont complètement, regardez, sur la carte de campagne, complètement opposées, puisque là par exemple on peut aller du chêne des Jages à Kislev, on peut aller descendre au château Drakenhof, passer par Nagaland qui est tout à l'opposé de la map, donc il va falloir aller conquérir pas mal de pas mal de trajets pour aller tout conquérir. Voilà. Donc voilà pour cette partie objectif. La partie diplomatie, donc très importante, qui va vous permettre de gérer votre diplomatie avec les factions aux alentours, à ne pas négliger non plus à chaque tour, puisque en fait le but sera de nouer des alliances et des accords commerciaux afin d'augmenter vos revenus. Donc si vous avez ici en fait vous pouvez trier directement les factions par race, donc là ça me trie par exemple toutes les races aux elfes qui sont ici, et les races d'elfes noirs. Ça me met uniquement ça, puisque c'est les factions qui sont autour de moi que j'ai découvert. Là je vous rappelle que je joue avec un mode qui nous permet de voir l'intégralité de la carte, mais par contre pour le jeu je ne les ai toujours pas découvertes. Donc ça nous permet en fait de nous dire ben voilà, qui nous aime bien, qui nous aime pas, et avec qui on va pouvoir s'allier pour... puisque faire des alliances c'est primordial dans le jeu, il faut vous faire des alliés pour pas partir en guerre toute seule. Mais attention à pas vous faire trop d'alliés non plus, parce que si vous allez déclarer la guerre n'importe comment, bah vous allez devoir rentrer en guerre avec eux, et généralement des fois être sur plusieurs fronts c'est compliqué. Donc voilà, donc là moi je vous conseille de ni trier par race ni trier par nom, mais plutôt de trier par attitude ou par commerce. Donc l'attitude ça va vous permettre de voir les factions qui vous aiment. Donc on va commencer, il n'y a pas beaucoup de factions qui nous aiment, mais il y en a quand même 2. Et on voit qu'en plus les 2 factions qui nous aiment le plus, on peut commercer avec. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va double-cliquer sur la faction, et on va ajouter une offre ou une demande, afin de voir les options qui s'offrent à nous. Donc les options qui s'offrent à nous, au niveau de la diplomatie, ça va être de faire un pacte de non-agression avec eux, ou un accord commercial. Donc le pacte de non-agression, ça va, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on va pas se taper sur la gueule avec cette faction, on va plutôt en faire des alliés, et l'accord commercial, bah, ça va nous permettre justement de générer des revenus supplémentaires, donc 57 revenus supplémentaires par tour. C'est pas énorme comme ça, mais vous allez pouvoir le maximiser. Donc on va proposer par exemple un accord commercial ainsi qu'un pacte de non-agression. On voit que les chances de succès sont modérées, donc on va quand même tenter, et on voit que c'est accepté. Donc c'est accepté, en plus ça va nous augmenter nos relations, parce que du coup on a des traités maintenant avec eux, et du coup automatiquement notre économie va s'en trouver impactée. On va essayer de la même chose avec Calédor, qui nous aime bien, donc pacte de non-agression et accord commercial, et qui est accepté également. Donc là on va voir que nos revenus ont augmenté, et nous on s'est déjà fait 2 alliés qui sont à proximité, avec qui on va pouvoir du coup s'entendre, afin pourquoi pas de les confédérer par la suite. Donc voilà pour le mode diplomatie, qu'on détaillera aussi peut-être plus en détail à un autre moment. Et pour les factions de Total War Warhammer, vous avez des rites à utiliser aussi. Donc chaque rite coûte un certain nombre d'or, ils ont chacun des impacts différents sur la partie, je vous laisserai les lire parce que pour chaque faction ça change, et chaque rite ne peut utiliser, par exemple si vous utilisez celui-ci, vous ne pouvez pas l'utiliser, enfin il est valable pendant 10 tours, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pendant 40 tours par la suite,
et vous avez donc du coup le durée de l'effet et la durée avant laquelle vous ne pouvez pas le refaire. Donc à utiliser au bon moment et au moins important par rapport aux effets dans la campagne. Et enfin, pour finir, donc l'intégrer à la course, c'est, on a dit, la possibilité avec de l'influence de pouvoir gérer les factions, enfin les relations entre les factions entre elles. Donc là, vous avez accès à toutes les factions du jeu. Si par exemple vous voulez augmenter vos relations avec Nagaronde, bah, du coup vous cliquez sur Nagaronde et vous recherchez. Alors vous, nous sommes du coup là actuellement, je ne les retrouve pas, on va les trouver. Et bah dis donc, hop. Je n'arrive pas à nous retrouver. Est-ce que c'est normal? L'auterne, c'est d'être... bon, mais bah écoutez, on peut pas se retrouver, mais on peut, alors je sais plus comment... Ah bah oui, parce qu'il faut que voilà, faut que je sélectionne ici, je suis bête. Donc l'auterne, par exemple, avec Nagaronde. Donc hop, je peux améliorer les relations, ça me coûterait 11 d'influence, et ça me permettrait du coup de faire en sorte que l'équipe même, puisqu'on voit qu'il est complètement... il y a une inversion entre nos deux races de moins 60, donc à combler, comme je l'avais dit dans la vidéo présente, ça va être compliqué. Voilà pour le détail de cette campagne. On a aussi l'épée de Kain. Donc l'épée de Kain, c'est une nouvelle fonctionnalité qui se situe donc quand vous contrôlez cet hôtel de Kain, vous avez possibilité de récupérer l'épée, qui est un équipement légendaire que vous pouvez équiper sur un héros, qui va vous donner d'énormes malus, mais d'énormes bonus en combat, mais d'énormes malus sur la carte de campagne. Donc à vous de gérer le cas. On en parlera aussi plus tard. Et puis enfin, donc du coup ici vous avez tout ce qui vous reste à faire. Donc quand vous cliquez ici, vous pouvez voir que, attention, vous pouvez pas finir le tour tant que vous n'avez pas décidé ce que vous voulez faire. Donc soit vous augmentez le bâtiment, soit vous dites non, j'ai pas envie d'augmenter le bâtiment parce que ça m'intéresse pas, donc non, on va le faire quand même. Et là, donc du coup, vous cliquez sur la petite flèche ici pour passer à l'étape suivante et vous allez pouvoir passer le tour et cliquer sur passer le tour. Voilà, donc j'espère qu'on aura détaillé au maximum les fonctionnalités de la carte de campagne. On verra dans un seconde vidéo comment bien commencer sa campagne avec les hauts elfes, on restera avec eux, mais comment bien commencer sa campagne tout court, et puis on finira par une petite bataille et le placement des unités, et puis le descriptif de chaque unité avec les statistiques. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou mettre un petit commentaire, et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.